Nous lisons les gros titres, nous étudions l'histoire, nous pensons savoir. Mais que se passe-t-il lorsque l'histoire qu'on nous a racontée n'était pas toute l'histoire? Dans cet épisode, nous voyageons du cœur du Congo au centre de nos propres suppositions. La Bible empoisonnée nous montre à quel point il est facile de mal comprendre un lieu lorsque l'on arrive avec des réponses au lieu de questions. Le fantôme du roi Léopold dévoile l'héritage brutal d'un des régimes coloniaux les plus dévastateurs en Afrique. Et Cobalt Rouge nous amène au présent, dans les mines sous nos vies modernes, où le véritable coût du progrès est enfoui profondément. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé là-bas, il s'agit de notre perception, de ce que nous manquons et des illusions que nous entretenons lorsque nous pensons déjà comprendre. Bienvenue chez Gateway Books par Crestance, où la fiction rencontre l'histoire et où chaque histoire est une invitation à regarder de plus près. Je suis Cindy Cruz et dans cet épisode, nous explorons comment des lieux lointains ne sont pas toujours aussi éloignés qu'ils le paraissent et comment des événements que nous connaissons à peine sont souvent tissés dans le tissu de notre vie quotidienne. Nous commençons avec La Bible empoisonnée, un roman qui dévoile les conséquences de la certitude culturelle et des bonnes intentions imposées de l'extérieur. Nous passerons ensuite à Le fantôme du roi Léopold, qui retrace l'héritage dévastateur de l'exploitation coloniale au Congo. Et enfin, Cobalt Rouge, un récit contemporain du travail, de la souffrance et du silence sous les technologies dont nous dépendons. Gateway Books fait partie de Crestance, un espace pour des idées audacieuses, exprimées avec soin. Si ces histoires vous incitent à réfléchir plus profondément ou à voir les choses différemment, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et explorer davantage sur crestance.com. Commençons. La Bible empoisonnée de Barbara Kingsolver est à la fois une épopée littéraire, une critique politique, une saga familiale, mais au fond, c'est une méditation sur les limites de la perspective. Racontée à travers les voix de 5 femmes, l'épouse et les filles du missionnaire évangélique Nathan Price, elle retrace leurs expériences au Congo au début des années 1960, alors que le pays commence sa transition douloureuse et turbulente d'une colonie belge à une nation indépendante. Lorsque la famille Price arrive à Kilanga, elle apporte avec elle des graines, des sermons et une certitude inébranlable d'être là pour aider. Nathan est rigide, dévot et inflexible. Sa mission n'est pas celle du dialogue ou de l'échange, mais de la transformation. Il a l'intention de changer le Congo, qu'il veuille être changé ou non. La tragédie de cette approche se déroule lentement, mais inévitablement, et Kingsolver ne nous laisse jamais oublier que les bonnes intentions, lorsqu'elles sont enracinées dans l'arrogance, peuvent être tout aussi destructrices que la malveillance pure et simple. Ce qui rend la Bible empoisonnée si profondément résonante, c'est sa voix narrative stratifiée et sa complexité morale. Plutôt que d'offrir une perspective unique, Kingsolver nous invite à habiter 5 mondes intérieurs distincts. Rachel, la fille aînée, s'accroche à son identité américaine avec un détachement ironique et une supériorité culturelle. Léa, poussée par une loyauté farouche et un idéalisme, prend progressivement conscience du coût des convictions de son père. Ada, qui est silencieuse mais perspicace, voit tout ce que les autres négligent. Et Ruth May, la plus jeune, offre de brefs moments d'innocence qui portent une inquiétude silencieuse. Leur mère Orléana narre rétrospectivement, alourdie par la mémoire et une tristesse silencieuse, consciente de tout ce qui a été perdu et qu'elle n'a pas pu empêcher. Il est important de noter que les personnages congolais ne sont pas réduits à des accessoires dans une histoire occidentale. Ils sont pleinement présents, incarnés, opiniâtres, résistants et sages d'une manière que les Price ont du mal à reconnaître. Kingsolver ne les présente pas comme des décors exotiques ou des récipiendaires passifs d'une intervention étrangère. Leur dignité n'est pas remise en question. Elle existe tout simplement, que les Price la reconnaissent ou non. Le titre du roman lui-même est un avertissement discret. L'arbre Poisonwood, mal nommé et maltraité par Nathan, devient un symbole de l'échec linguistique, de l'arrogance culturelle et des dommages causés lorsque nous imposons nos cadres sur un sol inconnu. Il insiste pour baptiser les enfants dans des eaux infestées de crocodiles, malgré les avertissements locaux. Il plante des cultures qui ne poussent pas. Il prêche des sermons que personne ne comprend. Sa présence
devient non pas une bénédiction, mais une rupture. À chaque tournant, le roman remet en question l'idée que l'arrivée équivaut à la compréhension. Les Price arrivent avec une vision du monde façonnée par leur propre histoire et système de croyances. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir et manquent tout le reste. Pourtant, lentement, à travers la douleur et la réflexion, certains d'entre eux commencent à remarquer ce qui a toujours été là, l'intelligence, la résilience et la complexité du lieu qu'ils ont pénétré. Les grands bouleversements politiques de l'époque, l'ascension et la chute de Patrice Lumumba, l'ingérence belge et américaine, l'ascension de Mobutu, ne sont pas des abstractions lointaines. Elles se répercutent directement à travers Kilanga, à travers les vies des Price et à travers les voix des filles qui narrent. Kingsolver ne sépare pas le personnel du politique. Elle révèle à quel point ils sont intimement liés, surtout dans un endroit où les puissances extérieures ont longtemps façonné les réalités internes. Parmi les filles, c'est Léa, dont la transformation semble la plus profonde. Autrefois loyale envers son père et pleine de zèle missionnaire, elle devient désillusionnée, non seulement par la théologie de Nathan, mais aussi par l'idée même d'une autorité morale imposée de loin. Elle reste, elle apprend, elle se marie au sein de la communauté. Son parcours reflète un passage de la présomption à l'humilité, de parler par-dessus à écouter attentivement. Le roman nous invite discrètement, mais fermement, à examiner comment nous entrons dans des histoires qui ne sont pas les nôtres. Que pensons-nous savoir? Qui nous a enseigné cette version? Et qu'est-ce qui est omis lorsque nous ne voyons qu'à travers notre propre prisme? Peut-être ce qui persiste le plus est ce lent démantèlement de la certitude. La Bible empoisonnée n'offre pas de réponse facile ni de résolution nette. Au lieu de cela, elle ouvre un espace pour l'inconfort, pour la reconnaissance que la compréhension n'est pas une destination, mais un processus façonné par le temps, l'attention et l'humilité. Elle nous rappelle que la proximité n'est pas synonyme de connaissance et que le contrôle du récit se trouve souvent entre les mains de ceux qui sont les moins qualifiés pour l'exercer. En abordant maintenant le fantôme du roi Léopold, nous passerons de l'histoire d'une seule famille à la machinerie de l'Empire lui-même. Mais le fil conducteur demeure. Comment des forces extérieures entrent, interprètent et extraient, souvent sans jamais vraiment voir ce qui se trouve devant elles. Si The Poisonwood Bible nous montre les conséquences de l'imposition culturelle à un niveau personnel, King Leopold's Ghost révèle la machinerie qui la sous-tend. L'œuvre marquante d'Adam Hochschild lève le voile sur l'un des régimes coloniaux les plus brutaux de l'histoire moderne, l'exploitation de l'État indépendant du Congo sous la domination personnelle du roi Léopold II de Belgique. Entre 1885 et 1908, des millions de Congolais ont été tués, mutilés ou déplacés au nom de la civilisation et du profit. Les atrocités commises sous le règne de Léopold, travail forcé, prise d'otages, torture et massacres généralisés, étaient motivées par la demande mondiale d'ivoire et de caoutchouc. Le vernis de bienveillance cachait un système conçu non pas pour élever ou éduquer, mais pour extraire et dominer. Et pendant des années, le monde a détourné le regard. La réussite de Hochschild réside dans la manière dont il reconstruit cette histoire oubliée, ou plus précisément ignorée. Il retrace non seulement les décisions prises dans les salles royales et les conseils d'administration des entreprises, mais aussi les stratégies de silence et de distraction qui ont permis aux horreurs au Congo de se poursuivre si longtemps sans indignation généralisée. Léopold, de loin, se façonnait une image de philanthrope et de modernisateur. Il a créé de fausses associations humanitaires, il a orchestré des campagnes de presse et a façonné un récit qui permettait aux gens, à travers l'Europe et les États-Unis, de croire que le Congo était développé sous sa tutelle. La vérité était bien plus effrayante. Les populations locales étaient terrorisées pour récolter du caoutchouc sous des quotas impossibles. Ceux qui ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs étaient punis, souvent par la coupe des mains, une pratique qui est devenue horriblement un symbole du régime. Des villages étaient brûlés, des familles étaient brisées, et des régions entières étaient marquées par une violence qui résonnerait dans le futur. Ce qui rend le fantôme du roi Léopold particulièrement pertinent,
c'est la manière dont il expose clairement le rôle de la distance dans la perpétuation de l'injustice. Léopold n'a jamais mis les pieds dans le territoire qu'il gouvernait. Ses mains étaient techniquement propres, mais sa richesse, sa réputation et son héritage national étaient bâtis sur la souffrance de personnes qu'il n'a jamais rencontrées. De cette manière, l'État indépendant du Congo devient un exemple dévastateur de ce qui se passe lorsque le contrôle est exercé à distance, avec peu de compréhension et encore moins de responsabilité. L'illusion des bonnes intentions revient ici, mais à une échelle bien plus grande et calculée. Alors que la propagande de Léopold présentait son rôle comme un projet humanitaire, ce qu'il a orchestré était l'un des systèmes les plus violents et économiquement exploiteurs du 19e siècle. La soi-disant mission civilisatrice n'était pas une entreprise morale, mais une entreprise lucrative enveloppée dans le langage du progrès. Et pourtant, dans cette histoire, Hochschild met également en lumière les voies de la résistance. Des figures comme George Washington Williams, un journaliste afro-américain qui a dénoncé les premiers abus au Congo, Edie Morel, un employé de bureau britannique devenu militant des droits de l'homme, et Roger Casement, un diplomate irlandais qui a documenté les atrocités de première main. Ces individus ont défié l'Empire non pas à distance, mais par un témoignage direct et une conviction morale. Il est néanmoins important de noter que même leurs efforts, bien que courageux et cruciaux, étaient limités par leur propre position et contraintes. Et il y a une leçon à tirer de cela aussi. Même les meilleures intentions, lorsqu'elles sont façonnées par la logique des systèmes impériaux, ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Démanteler ces systèmes nécessite plus que des révélations. Il exige que nous écoutions les personnes les plus touchées et pas seulement ceux qui parlent en leur nom. Ce que le fantôme du roi Léopold fait si efficacement, c'est briser le sort de l'abstraction. Il nomme les personnes qui ont souffert, identifie les hommes qui en ont profité et retrace la complicité silencieuse d'un monde qui a bénéficié de la violence tout en prétendant l'ignorer. Il nous invite à confronter non seulement les faits historiques, mais aussi les cadres à travers lesquels ces faits ont été autrefois justifiés et obscurcis. Alors que nous avançons dans Cobalt Red, nous portons avec nous non seulement l'héritage de ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle, mais aussi une question plus profonde. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Lorsque les marchés mondiaux stimulent l'extraction, lorsque la richesse se construit sur une souffrance invisible, et lorsque les consommateurs en bénéficient sans voir le coût humain, que dit cela de ce que nous avons appris? L'histoire, nous rappelle Hochschild, n'est pas passée. Elle est présente. Elle est ancrée dans les institutions, les économies et les attitudes. Et si nous n'y prêtons pas attention, nous risquons de répéter les mêmes schémas, simplement sous des noms différents. Si le roi Léopold nous oblige à affronter les atrocités du passé, Cobalt Red nous confronte à leur écho contemporain. Moins visible peut-être, mais tout aussi dévastateur. Dans le travail d'enquête de Siddharth Kara, le Congo réapparaît, non pas comme une étude de cas sur l'ambition impériale, mais au cœur de notre économie numérique moderne. Le cobalt, un minéral essentiel pour les batteries rechargeables, alimente tout, des smartphones et ordinateurs portables aux véhicules électriques. Et plus de 70% du cobalt mondial est extrait en République démocratique du Congo. Ce que Kara documente dans Cobalt Red ne se limite pas à la dimension environnementale ou économique de cette industrie, mais touche à l'aspect humain. Dans des détails déchirants, il révèle la vie des enfants et des familles congolaises qui, travaillant dans des mines creusées à la main, souvent sans équipement de sécurité, sans rémunération équitable et sans représentation légale. Ces abus ne sont pas isolés, ils sont systémiques. Derrière le marketing propre de l'énergie verte se cache une chaîne d'approvisionnement imprégnée de dangers, d'exploitation et de silence. Les enfants creusent à main nue. Des communautés entières sont déplacées par les opérations industrielles. Et lorsqu'il y a des blessures ou des décès, il y a peu de recours. Les mêmes forces internationales qui autrefois extrayaient le caoutchouc et l'ivoire extraient maintenant le cobalt. Les visages des acheteurs ont changé, les mécanismes de violence ont évolué, mais la logique, la dispensabilité de la vie humaine dans la quête de richesse reste étrangement familière. Ce qui rend Cobalt Red si urgent, c'est sa clarté implacable.
Kara ne nous permet pas d'intellectualiser le problème ou de le classer sous des préoccupations géopolitiques abstraites. Il nous emmène dans les tunnels, dans les foyers des familles vivant à côté des déchets toxiques, dans les voix de ceux qui disent, encore et encore, qu'ils n'ont pas le choix. Ces recherches sont ancrées dans des témoignages de première main, des histoires courageuses et vulnérables racontées au péril de leur vie. Ces histoires exigent non seulement une prise de conscience, mais aussi une responsabilité. La connexion avec l'histoire coloniale n'est pas théorique. Beaucoup des mines opèrent dans des zones où se trouvaient autrefois les exploitations de caoutchouc du roi Léopold. Le langage de l'extraction est passé de la domination ouverte à la sous-traitance d'entreprises, mais les structures sous-jacentes, propriété étrangère, réglementation minimale, désappropriation locale, persistent. Le Congo reste riche en ressources, mais pauvre en justice. C'est toujours un endroit où les étrangers arrivent avec le profit en tête et laissent les conséquences derrière eux. Ce que Cobalt Red nous oblige à considérer, c'est à quel point nous sommes intégrés dans ce système. Il est facile de condamner les atrocités historiques avec le recul. Il est bien plus difficile de regarder un téléphone, un ordinateur portable, une voiture électrique et de se demander à quel prix? Et c'est ici que le thème se précise. Si souvent nous regardons les problèmes mondiaux de loin, confortablement installés, nous diagnostiquons les problèmes à distance, nous suggérons des solutions de manière abstraite, mais Cobalt Red nous rappelle que face à l'injustice, la distance est un luxe et parfois un déguisement. Il nous permet de profiter sans rendre de compte, de parler sans écouter, d'agir sans conséquence. Kara ne moralise pas, il documente. Mais sa documentation est une forme de clarté morale. Il nomme les entreprises, il nomme les villages, il nomme les schémas. Et ce faisant, il réduit l'écart entre leurs problèmes et notre monde. Il y a une phrase répétée dans Cobalt Red, c'est le prix de la commodité. Cette phrase reste en tête. Ce n'est pas une accusation, c'est une prise de conscience, car une fois que nous avons lu ces histoires, la commodité ne semble plus neutre. Elle semble lourde, chargée, compliquée. Le but n'est pas la culpabilité, c'est la reconnaissance. Cobalt Red ne nous demande pas d'abandonner la technologie ou de nous désengager des marchés mondiaux. Il nous demande de voir, de comprendre, de remettre en question les systèmes que nous tenons pour acquis et les histoires qu'on nous a racontées sur le progrès. Et peut-être plus important encore, il nous rappelle que les solutions ne commencent pas par une analyse distante ou une politique idéalisée. Elles commencent par l'écoute. Écouter vraiment les personnes dont la vie est façonnée par ces systèmes chaque jour. C'est là que réside la compréhension. C'est là que commence tout changement significatif. Il y a un certain réconfort à croire que nous connaissons le monde, qu'avec suffisamment de lecture, suffisamment de réflexion, nous pouvons garder la vérité à une distance sûre tout en la comprenant. Mais les livres que nous avons explorés aujourd'hui résistent à ce genre de confort. Ils nous rappellent que ce qui semble lointain est souvent intimement proche, caché non par la géographie, mais par l'habitude, l'histoire et l'ignorance volontaire. La Bible empoisonnée a révélé ce qui se passe lorsque des gens arrivent dans un autre pays en pensant qu'ils le comprennent déjà. Non par malveillance, mais par certitude, par la croyance que la conviction équivaut à la clarté. Le fantôme du roi Léopold a révélé comment cette même certitude, lorsqu'elle est utilisée comme politique et pouvoir, peut dévaster des nations entières, et comment les récits de progrès peuvent masquer des structures de violence. Et Cobalt Red nous a amenés au présent où l'extraction n'a jamais cessé. Elle a simplement changé de langage. Les outils sont différents, mais les mains creusent toujours. Et beaucoup d'entre elles saignent encore. Chacune de ces histoires nous demande de faire quelque chose de difficile. Arrêter de regarder de loin et commencer à prêter attention de près. Non seulement à ce qui est visible, mais aussi à ce qui a été systématiquement obscurci. Il nous demande de remettre en question ce que nous pensons savoir, de confronter la facilité de nos propres vies et d'accepter l'inconfort, de réaliser que les conforts dont nous jouissons sont souvent construits sur des coûts que nous n'avons pas personnellement payés. Cette prise de conscience peut être paralysante, mais elle peut aussi marquer un début. Pas de grandes solutions ou de gestes spectaculaires,
mais de petits changements plus discrets dans notre façon d'écouter, d'acheter, de parler et de résister à l'envie de raconter l'expérience de quelqu'un d'autre de manière condescendante. Peut-être que le premier pas n'est pas de parler, mais de voir, non pas de réparer, mais de faire face, non pas de porter l'histoire, mais de laisser l'histoire nous porter vers une compréhension plus profonde, plus difficile, plus vraie. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Gateway Books par Crestance. Si cette conversation a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait réfléchir, questionner ou voir les choses différemment, j'espère que vous emporterez ce sentiment avec vous. Ces histoires ne se terminent pas à la fin de l'épisode. Elles résonnent dans ce que nous choisissons de remarquer, ce que nous choisissons de demander et comment nous choisissons de vivre. Pour continuer à explorer, visitez crestance.com où vous trouverez des équipements, des cadeaux et des journaux soigneusement conçus pour les lecteurs qui souhaitent aller plus loin. Si ce n'est pas encore fait, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui croit que les histoires peuvent façonner notre vision du monde. À la prochaine, lisez avec courage, réfléchissez profondément et merci d'être ici.